Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous des Midi by Giant avec un public un petit peu différent des peut-être des sessions précédentes. Donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nour, Elodie, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, Simane, non, là, Neil, là, Neil, Raphaël, voilà, et Imanchou. Voilà, très bien. Donc, des lycéens de terminale à la Cité scolaire internationale Europol de Grenoble, donc juste à côté, là, sur le parvis Minatech. Ils sont tous passionnés de sciences et ont fabriqué un microscope à force magnétique dans le cadre d'un projet extrascolaire. Ils ont également donc, à travers ce projet, participé au concours des Olympiades de physique 2023-2024 et ont remporté un 2e prix à la finale nationale. Donc, ces talents, ouais, bravo, félicitations. Ces jeunes talents vont vous présenter donc leur conférence autour de leur projet, le magnétisme au bout des doigts. Donc, je vous souhaite une bonne conférence à tous et aussi le plaisir de vous écouter. Merci. Donc, tout d'abord, bonjour. Nous sommes Sinan, Imanchou et Raphaël. Et Elodie. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet intitulé « Le magnétisme au bout des doigts ». Donc, tout d'abord, nous pouvons retrouver des objets magnétiques dans notre quotidien, comme par exemple les aimants de frigo que vous connaissez tous, mais aussi dans les disques durs de nos ordinateurs. On a pu avoir la chance de rendre visite au Cinémanothèque pendant les vacances de la Toussaint, de même que le 23 novembre 2023, où on a pu échanger avec 2 techniciens. Tout d'abord sur le mode low-tech, mais aussi sur les microscopes à champ proche à balayage. On a aussi pu assister à une démonstration d'un microscope à champ magnétique. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un c'est un microscope de champ proche à balayage ? Donc les microscopes à champ proche à balayage permettent de sonder la matière à l'échelle nanométrique. Donc c'est... j'ai oublié. On va avoir un laser envoyé sur un micro-levier. Ce micro-levier va osciller selon l'interaction entre la pointe et l'échantillon qui se déplace en dessous. Donc toutes ces caractéristiques, nous pouvons les retrouver dans un AFM, mais aussi dans un MFM. Cependant, dans ce cas, l'échantillon en dessous, de même que la pointe, sont tous les deux magnétisés. Et donc, dans notre projet, nous allons tout d'abord nous intéresser à la physique du levier, puis à son interaction avec un échantillon. Ensuite, nous allons voir la maquette de son balayage que nous avons construit, qui marche dans les axes X, Y et Z. Enfin, Z, c'est toujours en construction. Et finalement, nous allons aussi voir comment on peut optimiser les propriétés des aimants et voir comment leurs structures peuvent également marcher. Et enfin, nous allons voir comment on peut également partager notre projet. Donc, tout d'abord, on va voir la physique du levier, car c'est une des parties les plus importantes de notre MFM. On va faire cela en 3 points. Tout d'abord, on va étudier sa déflexion statique, c'est-à-dire comment elle va fléchir. Après, on va étudier sa façon d'osciller, c'est-à-dire c'est les oscillations qu'on va voir quand on va plier la règle ou qu'elle va interagir avec un échantillon. Ensuite, on va passer à la loi d'échelle, c'est-à-dire qu'on va chercher à passer de l'échelle justement centimétrique à une échelle macrométrique comme dans un vrai MFM. Donc, tout d'abord, pour cela, nous avons cherché à faire une analogie entre le système levier-pointe dans un MFM ainsi qu'un système masse-ressort. Et donc, nous avons constaté que dans le système levier-pointe, le levier a une certaine inertie et une certaine élasticité. Donc, nous avons cherché à voir si il répondait bien à la loi de Hooke, qui caractérise justement un système masse-ressort. Et expérimentalement, nous avons obtenu justement une linéarité entre la flèche de la pointe, comme l'a montré notre camarade, et la masse qu'on va ajouter justement à la pointe. Ça confirme bien donc que notre système répond à une loi de Hooke.
Ensuite, ce que nous avons cherché à faire, c'est de justement faire osciller le levier. Et pour acquérir justement ces points d'oscillation, nous avons eu accès à différents types d'acquisition. Un premier qui a été avec la jauge de contrainte, donc grâce aux déformations que subissait le levier, nous avons pu avoir un changement justement un changement d'intensité dans un circuit électrique. Bref, on avait juste accès en gros on pouvait suivre justement les mouvements de notre levier. Ensuite, ce que nous avons cherché à faire, car c'était un système un peu plus compliqué, la jauge de contrainte, nous voulions le faire optiquement. Donc nous avons choisi une caméra rapide pour faire une acquisition de tous les points de l'oscillation du levier. Sauf que nous obtenions 2000 images à pointer pour avoir des courbes. Donc c'était beaucoup trop. Ce que nous avons cherché à faire, donc, c'est avoir un programme Python qui permettait, grâce aux points qu'on obtenait, d'avoir des courbes. Et c'est bien ce qu'on avait obtenu grâce à un camarade qui nous a aidés pour la programmation. Et donc, grâce à cette courbe-là, nous avons aussi pu avoir accès à la transformée de Fourier qui nous permet de passer d'un aspect justement temporel. C'est ce qu'on obtient avec... Oula, pardon. C'est ce qu'on obtenait justement avec la sinusoïdale exponentielle décroissante qui est tout en haut, à un aspect fréquentiel, c'est-à-dire qu'on regardait comment évoluait l'amplitude d'oscillation d'un levier en fonction des fréquences qu'on lui imposait. Et ça nous donnait justement accès à la sensibilité de notre MFM, qui est justement une caractéristique très importante pour savoir à quel point on est précis et à quel point nos mesures sont fiables. Donc ensuite, comme nous l'avons dit, nous avons cherché à passer justement d'une échelle centimétrique à une échelle micrométrique, et donc nous avons effectué une loi d'échelle, et nous avons constaté que la longueur de la règle était inversement proportionnelle à la longueur au carré. Et donc nous avons passé d'abord d'une règle à une boîte à musique. Elle marche, elle fonctionne. Enfin, si elle fonctionne, mais bon, c'est pas grave. Et donc, pour passer de 30 cm, pour passer d'une règle de 30 cm à un levier de 1,5 cm, nous avions eu justement une fréquence qui changeait de 2,3 Hz par exemple à 1,1 kHz. Et puis ensuite, nous avons effectué la même chose pour passer de la petite pointe de la boîte à musique à la pointe de notre MFM. Enfin, pas le nôtre, mais un vrai MFM. Et nous avons bien retrouvé cette loi d'échelle, donc ça nous a permis justement de passer de l'échelle centimétrique à l'échelle micrométrique. Et donc, maintenant que nous avons compris comment fonctionne le levier, eh bien, nous pouvons nous intéresser à son interaction avec un échantillon, donc, qui sont des aimants, comme nous le voyons ici. Alors, nous allons tout d'abord observer comment ça interagit en mode statique, puis lorsqu'on force en oscillation forcée. Et donc, voici le dispositif qu'on a également ici, qu'on a utilisé pour étudier cela. Alors, c'est un laser qui va être réfléchi sur la surface du levier, grâce à une surface réfléchissante. Et il va interagir avec l'échantillon de manière différente, dépendant de quand on est en mode statique ou dynamique. Alors, en mode statique, ce que nous pouvons observer lorsqu'il y a attraction entre l'échantillon et le levier, c'est que le point va baisser. Non, va augmenter. Oui, pardon. Et lorsqu'il y a répulsion, il va baisser, comme nous pouvons le voir ici. Alors, par contre, en mode oscillation forcée, eh bien, nous avons utilisé un électroaimant pour justement mettre le levier en oscillation, et nous n'observons plus un point qui se déplace, mais une modulation d'amplitude. Mais tout d'abord, intéressons-nous à cet échantillon que nous allons observer en mode statique. Donc, nous avons tout d'abord une attraction lorsqu'il y a un point rouge et une répulsion lorsqu'il y a un point bleu. Et sur le graphique, nous pouvons bien voir que lorsqu'il y a attraction, le point va monter, et lorsqu'il y a répulsion, il va descendre. Et ceci est dû à l'équilibre grâce
à la somme des forces qui donne 0. Et on peut également confirmer la loi de Hooke qu'on avait vue précédemment. Et donc, oui, donc pour un vrai MFM, on ne va pas utiliser un levier en mode statique parce que ça ne nous donne pas accès aux mêmes informations. Ce n'est pas aussi sensible. Et donc, on va beaucoup travailler avec le mode oscillatoire. D'abord, on va tracer cette courbe-là. Donc, c'est l'amplitude d'oscillation par rapport à la fréquence qu'on incite donc le levier à osciller à cette fréquence. Et ensuite, on va, comme vous voyez ici, d'abord donc faire la même chose, la même acquisition de cette courbe-là avec un élément attractif et puis répulsif. On a ces deux courbes-là. Et ça correspond à un modèle qui dit qu'une fréquence de résonance est proportionnelle à la raideur effectif du levier. Or, la raideur effective, c'est donc la raideur magnétique et élastique. Élastique, donc c'est dû au propre poids du levier. Donc, avec la masse du levier, donc le levier va baisser un peu. Alors que magnétique, c'est quand on a un élément attractif, on va donc perdre, le levier va remonter, donc ça va faire baisser cette raideur effective. Et inversement. Et donc ici, on s'est placé sur un point de cette courbe-là verte de référence. Et on voit que quand on passe sur un aimant répulsif, l'amplitude à ce point donc orange va baisser, alors que quand on a un aimant attractif, elle va augmenter. On voit bien ça dans le scan. Quand on a un aimant répulsif, l'amplitude a baissé, alors qu'avec un aimant attractif, elle va augmenter. Donc on va voir ça en direct. Donc là, on a notre levier qui est donc en oscillation grâce à l'électroaimant. Donc d'abord, on va passer sur un aimant répulsif. Et on va donc regarder le changement d'amplitude ici. Donc on a normalement une baisse d'amplitude. Bon, je ne sais pas si vous voyez assez, mais en tout cas, si on passe sur un aimant attractif, l'amplitude va augmenter. Donc là, on a des battements, donc on ne le voit pas clairement, mais on a un changement d'amplitude donc qui est différent. Donc on passe à la prochaine diapo. Oui, maintenant qu'on a étudié un peu l'étude du levier, on va s'intéresser à créer notre propre modèle d'une maquette qui fait la même chose qu'un MFM. On va d'abord parler des différentes sondes qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut faire ensuite un balayage dans l'axe X et Y, et ensuite comment on a construit des paysages magnétiques pour ensuite voir si on avait une correspondance entre ce qu'on mesurait et ce qui était réellement. Donc tout d'abord, on a deux types de sondes. La sonde Hall, c'est celle qu'on utilise principalement dans notre modèle. En fait, c'est juste une sonde qu'on a démontée d'un teslamètre commercial. Elle mesure juste le champ magnétique. La deuxième méthode est par micro-levier. En fait, c'est exactement ce qu'il y a dans un vrai MFM. On n'est pas encore totalement à cette étape, mais c'est un projet de construction. Ensuite, puisque dans toute MFM, il y a aussi un AFM, c'est-à-dire qui mesure la topologie, on a essayé d'avoir une sonde qui mesurait aussi, qui faisait un balayage de justement la topologie, que vous pouvez voir là-bas à droite. Ouais. Et ensuite, on a la sonde Hall que vous voyez ici, qu'on a monté sur un support qu'on a imprimé en 3D, modélisé et imprimé.
Vous avez ici en bas la petite image qui bouge, c'est la topologie d'un petit échantillon qui est dans l'image d'à côté. C'est en fait juste une pile plate avec une ferrite posée au-dessus. Et finalement, il y a la sonde levier comme le MFM qui est encore en construction. Raphaël va maintenant lancer un scan en direct d'un aimant de frigo qu'on vous a montré au début. Raphaël. Et vous pourrez le voir à la fin. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais... Okay. Oui. Alors, repasse sur les diapos. Les diapos. Oui. Ok. Ben, ensuite, on a décidé de construire un paysage magnétique. Pour cela, on a utilisé des électroaimants. Les électroaimants sont très efficaces puisqu'on peut jouer sur deux grandeurs physiques, l'intensité du champ et si on aura un pôle nord ou un pôle sud. Vous pouvez voir ici qu'on a modélisé avec la couleur rouge le pôle nord et avec la couleur noire le pôle sud. De plus, on a aussi un aimant, juste un clou qui n'est pas un aimant ou ni un électroaimant qui est là juste pour voir si on a bien une correspondance. On voit ici l'échantillon ici qu'on a fabriqué avec son scan ici. Et lorsqu'on superpose les deux images, ici, on voit bien que tous les pôles sud apparaissent comme bleus sur notre scan et tous les pôles nord apparaissent comme rouges. De plus, les deux clous qui ne sont pas des électroaimants n'apparaissent pas sur le scan. Et donc moi, enfin, je vais vous parler de notre étude sur les aimants. Donc on va vous parler des aimants de frigo, puis ensuite du réseau de Halbach, donc on va trouver dans les aimants de frigo, et enfin des forces magnétiques. Donc tout d'abord, les aimants de frigo. Donc nous, on s'est intéressé aux aimants de frigo. C'était pas notre projet à la base, mais en fait, on a eu cet objet que vous pouvez voir ici, qui est en fait fait pour démontrer un petit peu les effets d'un MFM. Et donc on a deux aimants de frigo, et quand on les passe l'un sur l'autre, on arrive à ressentir une texture. Du coup, ça nous a tout de suite intrigués, et du coup, on a essayé de les scanner. Et donc, qu'est-ce qu'on voyait? C'était ici une périodicité avec ce qui semblait être des pôles nord et des pôles sud. Donc, on a vu ça, mais c'était surprenant parce qu'en fait, sur un aimant de frigo, il y a un autre truc qu'on remarque, c'est que d'un côté, ça colle, mais de l'autre côté, ça colle pas. Donc, ça voulait dire qu'en fait, à l'intérieur de l'aimant de frigo, ça pouvait pas être seulement ça. Parce que si c'était une alternance de pôle nord et de pôle sud, on aurait la même force des deux côtés. Du coup, voilà. Du coup, on a compris en fait que dans les aimants de frigo, c'était pas seulement une alternance, mais un réseau de Halbach. Donc un réseau de Halbach, ça va être en fait, on va prendre des aimants et à chaque fois qu'on rajoute un aimant, on va le tourner d'un quart de tour, comme vous pouvez voir ici. Et donc ce que ça va faire, c'est que quand les champs de chaque aimant vont s'ajouter, on va avoir des lignes de champ qui vont être très étendues et très fortes d'un côté, tandis que de l'autre côté, les lignes de champ vont s'opposer, et on va avoir du coup un aimant beaucoup moins fort de ce côté. Donc pour démontrer ça, on a créé ce programme-là, donc qui permet de simuler le champ magnétique autour d'un aimant. Et donc comme on peut voir ici, sur un assemblage de plusieurs aimants en réseau de Halbach, on observe des lignes de champ qui sont très étendues en haut et beaucoup moins étendues en bas. Donc, maintenant qu'on avait compris la théorie autour de ces aimants de frigo et de ces réseaux de Halbach, on a voulu les tester en vrai. Donc pour ça, on a voulu fabriquer notre propre réseau de Halbach. Donc pour ça, on a eu besoin de fabriquer ces enveloppes, parce que les aimants dans ce réseau ne veulent pas tenir ensemble, et du coup, on est obligé de les maintenir. Donc on a eu cette première version, puis enfin, on a eu cette version-là, donc vous pouvez voir juste ici. Et donc, on dispose les aimants en réseau de Halbach, et on les a scannés, donc avec notre MFM, notre maquette de MFM, et donc on observe ça, et donc ça correspond en fait à ce qu'on voyait un petit peu sur les aimants de frigo, et donc on a un champ qui est très très fort d'un côté,
et alors qu'il est beaucoup plus faible de l'autre. Donc là, ça ne se voit pas trop, mais voilà. Et donc en fait, le schéma qu'on retrouve ici, ça correspond à la théorie, puisque d'un côté, donc là c'est le côté fort, on retrouve des grandes boucles, donc ça fait des grandes tâches, tandis que de l'autre côté, on a des plus petites boucles qui se retrouvent ici avec une plus grande périodicité, comme on peut le voir ici. Donc, et ensuite, pour valider ça, on a fait des tests de force sur notre aimant. Du coup, est-ce qu'on fait le... Ouais. Bah, du coup, si quelqu'un veut venir tester voir les forces, parce que du coup, pour mesurer ça, on a utilisé une balance et on a posé l'aimant sur la balance pour mesurer les forces d'arrachement. Est-ce qu'il y a un volontaire pour venir tirer l'aimant? Donc là, on a le réseau de Halbach ici. On peut le poser sur la balance. Donc, vous pouvez essayer de le soulever. Ouais. Et donc là, voilà. Là, c'est pas très difficile et donc on peut mesurer la force d'arrachement. Et maintenant, si on le retourne, allez-y. Ah oui. Là, ça soulève la balance. Donc, on peut voir qu'il y a une très grosse différence. Et donc, merci. Et donc, cette différence, on l'a mesurée. Donc, on a fait différents arrangements d'aimants avec avec ça. Et du coup, on a mesuré que sur des aimants alignés, on avait une force qui était environ de 14 newtons. Sur des aimants alternés, d'environ 12 newtons. Mais sur un réseau de Halbach, là, c'est intéressant, on a une très grosse différence entre les deux côtés. Puisque du côté faible, on a seulement 4 newtons, tandis que du côté fort, on est à 17 newtons. Donc on a un très grand facteur d'asymétrie de 4,2. Et donc enfin, on s'est intéressé au stockage d'informations, puisqu'on s'était intéressé un petit peu au début au disque dur, donc qui stocke l'information à l'aide de magnétisme. Et du coup, pour stocker nous l'information, on a pris des aimants de frigo. Et en fait, si on prend un aimant et qu'on le pose sur l'aimant de frigo, on va pouvoir modifier l'aimantation de l'aimant. Et donc en fait, on prend un gros aimant, on efface totalement l'aimant pour retirer le réseau de Halbach. Et ensuite, avec un petit aimant, on va pouvoir poser des points ou écrire des lettres. Et donc c'est ce qu'on a fait ici. On a essayé donc d'écrire en braille ou d'écrire le nom des Olympiades. Et donc c'est de cette façon-là, on a pu calculer un petit peu la capacité de stockage qu'on arrivait à obtenir. Et donc vous allez voir que c'est ridicule puisque on atteint 5 octets par centimètre carré. Donc on en est fier, mais ça n'atteint pas les 200 gigaoctets par centimètre carré d'un disque dur commercial. Voilà, c'était. Et donc maintenant, on va vous montrer un petit peu notre parcours au travers des Olympiades de physique et de tout ce qu'on a fait pour partager ce qu'on a découvert. Donc tout d'abord, les Olympiades de physique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler souvent ou pas, mais ça se décline en fait en une épreuve qui se fait en 2 parties, et puis une troisième partie dont on vous parlera après. Mais en tout cas, la première partie, ça va être de choisir un sujet. Le choix du sujet est libre d'ailleurs, que l'on va aller présenter dans un concours au niveau régional. Donc au niveau régional, on va juste passer et il va y avoir un certain nombre d'équipes qui vont être sélectionnées pour aller au national. Et au national, il va y avoir 25 équipes en France. Et donc nous avons réussi de notre côté à passer jusqu'au national. Et donc, comme on l'avait dit au début, on est arrivé en 2e prix, c'est-à-dire entre le 6e et le 11e prix. Et donc il y a ensuite une autre étape dans les Olympiades de physique qui s'appelle la journée porte ouverte, c'est-à-dire que l'université où a lieu l'épreuve finale de sélection nationale va ouvrir ses portes justement au grand public et permettre à toutes les équipes qui ont participé au concours de présenter leurs projets justement. Et donc, comme nous pouvons le voir, nos camarades de l'année dernière ont aussi pu effectuer cela dans la première fiche.
Et nous avons effectué celle de cette année, 2023, 2024. Et donc, nous allons vous montrer une vidéo de à quoi ressemblait cette journée porte ouverte, car elle représentait une partie importante de notre partage, justement, et de notre parcours, justement, dans ces Olympiades. Comment je lui... Vas-y, Raphaël. Il n'y a pas de souci. Bah, vas-y, si tu veux expliquer. Donc en fait, pendant cette journée d'exposition, chaque groupe avait eu plusieurs tables parce qu'une seule ne suffisait pas pour exposer ses différentes expériences. Et il y avait des gens du grand public qui pouvaient venir et poser des questions sur chaque projet. Et également des membres d'autres groupes. Et donc, nous, on pouvait expliquer ce qu'on avait fait à toutes ces personnes qui venaient. On est aussi allé voir différents projets qui étaient également très très intéressants et vraiment ça a duré plusieurs heures, mais on ne les a pas sentis passer. C'était vraiment très intéressant, j'ai adoré ça en tout cas, et je pense que c'est de même pour mon groupe. Donc il y avait plusieurs échanges avec plein de personnes, que ce soit des professeurs ou des élèves des autres groupes ou des élèves de l'université et même des enfants. Et donc c'était assez intéressant en termes d'échanges. Mais donc les Olympiades de physique ne se limitent pas à l'aspect scientifique. Si on peut faire passer la diapo, s'il vous plaît. Il y a un problème avec la diapo. Ok. Donc, puisqu'on était à Paris, on en a profité pour donc faire autre chose, par exemple visiter des endroits à Paris. Par exemple, là, on était à la Tour Eiffel, donc en bas et en haut de la Tour Eiffel, avec nos baguettes et nos bérets. Donc, c'est assez intéressant, mais on a aussi profité de la nourriture, parce que c'est important, la nourriture, pour survivre. Et sinon, on a aussi pu partager avec une classe de CM2. Donc, est-ce que tu veux en parler? Ok. Donc du coup, ces classes de CM2, on leur a pas cassé la tête avec notre MFM et tout ça, parce que c'était un petit peu compliqué. Mais du coup, on s'est plutôt intéressé au magnétisme un petit peu plus simple, donc ce qu'on peut voir avec une boussole, le champ magnétique terrestre, et comment s'orienter par exemple avec une boussole et avec une carte. Donc on a fait un petit peu des activités comme ça pour leur montrer qu'ils recherchent un petit peu les propriétés qu'il y avait entre différents aimants. Et enfin, on les aura fait faire un petit poster qu'ils ont présenté à toute la classe. Et donc voilà, c'était très intéressant et puis on leur a fait découvrir du coup le monde de la science et on en est très fiers. Puis, en fait, c'était une expérience enrichissante de faire les Olympiades, mais c'est pas une expérience qui aurait pu être aussi bien faite sans toute... Bon, attendez... Voilà, sans l'aide de tout le polygone scientifique de Minatech et Giant ici. On a eu l'opportunité plusieurs fois d'échanger avec des chercheurs. Et puis en fait, on a été au final au bon endroit et au bon moment, puisque cette année, c'est aussi l'année de la physique. Voilà, donc voici tous les chercheurs. Et donc un grand merci à ces rechercheurs qui nous ont aidés au fur et à mesure de notre projet. Okay. Oui, on aimerait donc remercier Gaëtan de Bontrit du CIM Nanotech. Ensuite, Valentine Bolcato qui nous a montré comment marchait un MFM. Laurent Rano qui nous a aidé pour la communication scientifique, mais aussi à comprendre le réseau d'Albach. Hubert Renuvier qui nous a parlé de la magnétorésistance géante et des disques durs. Et aussi l'école Anatole France où on a pu présenter à une classe de CM2. Ensuite, et aussi
leurs professeurs. Et finalement, on aimerait aussi remercier d'avance Laurent Dempsey, qu'on accueillera à la CSI prochainement. Et donc, sans oublier Monsieur Martinet et Thierry qui nous ont donc aidés énormément pour tout ce travail. Sans eux, on n'aurait rien fait. Donc, merci à toutes ces personnes. Et si vous avez des questions, et vous en avez sûrement, allez-y. Bravo, bravo à vous. Merci beaucoup pour cette présentation très pro et agrémentée en plus d'expérience. Je crois que ça va nous inspirer peut-être pour les prochaines présentations au Midi by Giant. Donc, merci à vous. C'est très impressionnant. Vous avez déjà beaucoup communiqué, beaucoup travaillé sur cet exercice qui n'est pas facile. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Hier, on recevait beaucoup de doctorants. On avait une journée spéciale pour les doctorants. Et vraiment, là, je vous sens prêt pour la suite. Alors, place aux questions. Est-ce que, voilà, dans l'Assemblée, vous avez des questions à poser à ces petits génies de la physique ? Oui ? Finalement, qu'est-ce qui vous a décidé de choisir ce sujet ? Donc, on est passé par plusieurs étapes. La première fois, on s'intéressait plus à l'interaction entre les planètes, aussi au trou noir. Sauf que on n'était pas tous intéressés par cet aspect, donc l'espace et tout ça. Mais on s'est aussi intéressé à d'autres choses, donc des ondes comme les ondes sonores. On pensait à déplacer un objet avec des ondes sonores, mais on a douté de la possibilité de faire un tel projet, en tout cas à notre échelle. Mais après, on a un peu rassemblé les deux et on a trouvé un truc qui était beaucoup plus, donc qui réunissait ces deux-là. Donc on a des interactions, de l'oscillation et du magnétisme qu'on aime beaucoup et qu'on voulait donc absolument avoir un truc sur le magnétisme. Et donc surtout avec les visites, en découvrant ce que c'est un MFM, on a voulu en créer un avec les outils simples qu'on a. Merci. Une autre question ? Là-bas ? Bonjour, vous avez mentionné la notion de low-tech et vous n'en avez pas trop parlé dans la présentation. Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour vous et pourquoi vous l'avez utilisé dans votre projet ? Alors oui, du coup, le low-tech, c'était une partie plutôt importante de notre projet. Parce que quand on allait voir les chercheurs, ils nous en ont parlé et ça nous a tout de suite intéressés. Et donc, on n'en a pas parlé, mais en fait, notre maquette de MFM qu'on a fabriquée, elle est totalement low-tech. Donc, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée entièrement à partir de matériaux de récupération. Donc, pour le déplacement, en fait, on a récupéré des moteurs de lecteurs DVD qui étaient cassés. Et donc, en les démontant, on a pu récupérer du coup trois de ces moteurs et les poser pour faire l'axe X, Y et Z qui nous permettent de déplacer l'échantillon, mais aussi la sonde. Et puis la sonde aussi, ça a été du matériel de récupération puisqu'on les a récupérés de teslamètres commerciaux qui n'étaient plus utilisés par le lycée. Et donc voilà, beaucoup de récupération, beaucoup de bricolage. Et donc voilà, c'est pour ça, c'est du low-tech. Et voilà. Bravo. De quoi ? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, un peu plus haut.
Bon, déjà, bravo, hein, parce que franchement, avoir une telle motivation à se lancer dans des projets au long cours comme ça, expérimentaux, en terminale, franchement, je pense pas que j'en aurais été capable. Donc, bravo, à mon avis, c'est assez inédit, c'est assez rare. Et bon, moi, c'est une question un peu sur votre projet, sur la technique et tout. J'ai pas bien compris, en fait, à quel moment vous utilisez le MFN, ce levier là, qui pour moi effectivement est cette façon que vous avez, une façon que vous avez d'accéder à ce que vous appelez la topologie magnétique, quoi, au paysage magnétique. Et d'un autre côté, la sonde à effet Hall, dans ma tête, le lien entre à quel moment vous utilisez l'un ou l'autre n'est pas extrêmement clair. Le levier, c'était plutôt pour faire des scans, comme un vrai MFM. Donc on va passer au-dessus d'aimants et voir le changement d'amplitude. Mais pour la topologie, c'est une autre sonde qu'on a récupérée, qui va donc à chaque fois baisser, descendre, et dès qu'elle touche une surface, elle va remonter. Donc à chaque fois, on va avoir savoir cette distance de déplacement, et à l'aide de ces données-là, on peut reconstruire donc les dimensions de ce qu'on a scanné. Mais donc il y a aussi, tu veux rajouter quelque chose ? Et donc en fait, la raison pour laquelle on a fait cette topologie, c'est parce que quand on utilise un véritable MFM, ça se passe toujours en deux phases. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les forces magnétiques. Et pour que ça marche bien, il faut être tout le temps à la même hauteur de l'échantillon. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier passage avec le levier AFM, donc qui va mesurer la topologie de l'échantillon, donc avec les forces de Van der Waals. Et ensuite, on va faire un deuxième passage en connaissant la topographie, où on va rester à une distance constante de l'échantillon, et donc une distance qui est donc beaucoup plus élevée, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait les forces de Van der Waals. Et donc c'est pour ça qu'on va faire deux phases, topologie puis magnétique. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu créer cette sonde dans notre maquette. Donc c'était juste pour voir si on arrivait à faire de la topographie. Parce que concrètement, on ne l'a pas vraiment utilisé, parce que à notre échelle, il n'y a pas de force de Van der Waals, donc au final, c'est pas très grave si on n'est pas tout le temps à la même hauteur de l'échantillon. Et puis c'est surtout parce que le scan que vous avez vu, qui était super là, avec la pile et l'aimant, on l'a pas dit, mais il a duré 4 heures pour se faire. Parce que pour chaque point, on a la sonde qui doit monter tout en haut, puis redescendre, et ça pour chaque point. Et donc c'est très très long dans notre cas à faire. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, on l'a pas énormément utilisé. Voilà. Ok, donc je ne sais pas si je peux me permettre d'insister un tout petit peu, juste pour que je comprenne. Si je comprends bien, en fait, c'est pour la géométrie, vous utilisez votre levier là. Et ensuite, une fois que vous savez à quelle distance vous allez rien vous prendre dans la tête de votre effet Hall, quoi, de votre sonde, si je comprends bien, vous dites bon, ok, je me mets à cette distance, et là vous restez là et vous mesurez le champ magnétique, quoi. C'est ça? Oui, c'est à peu près ça, sauf que dans un vrai MFM, c'est pas une sonde à effet Hall qu'on utilise. C'est juste que à notre échelle, puisqu'on trouvait que utiliser un levier à ce stade était assez compliqué, on a décidé de juste prendre une sonde à effet Hall. En fait, la sonde à effet Hall, elle mesure juste le champ qu'il y a directement en dessous, mais c'est pas un moyen qu'on pourrait utiliser dans les microscopes, les MFM, puisque juste simplement à cause d'une précision qui n'est pas assez grande. Oui, parce que sur le levier d'un vrai MFM, il y a une pointe au bout, donc qui est magnétisée, et donc la pointe du levier, elle fait quelques nanomètres, et donc on a une précision qui est très élevée. Alors que là, notre capteur à effet Hall, il est beaucoup plus gros, et donc c'est moins efficace. Ok, bon, merci pour vos précisions et pour votre patience avec mes questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions techniques? Pas techniques. Oui. Alors, je voulais vraiment vous féliciter pour votre travail et la présentation que moi je trouve, comme disait Francine, très professionnelle, avec une méthodologie scientifique et une présentation en fait qui est vraiment d'un très très bon niveau. Ma question, elle porte plus sur qu'est-ce que vous en avez retiré, vécu de ce projet-là en termes
d'expérience, de vie en fait, pas tant d'expérimentation. Et puis, qu'est-ce que ça vous donne comme perspective, alors peut-être pas professionnelle tout de suite, mais en tout cas comme perspective d'avenir sur la suite en termes d'études, voilà. Personnellement, je dirais beaucoup le travail d'équipe. Donc le travail de chacun dans l'équipe, on a beaucoup appris par rapport à tout ceci, etc. Après, personnellement, moi, j'ai pu en découvrir, j'ai pu découvrir des notions que je ne connaissais pas auparavant et que je vais peut-être utiliser plus tard pour d'autres activités ou peut-être par exemple le grand oral ou autre. Tu veux dire un truc ? Après, je pense que ça nous a aussi permis de découvrir les premières étapes, je pense, de ce que c'est faire de la recherche. Parce que on n'est pas forcément tout le temps confronté à ça quand on est dans un programme classique de lycée. On a juste un programme à respecter, alors que là, on pouvait vraiment s'étaler un peu sur tous les domaines que nous pouvions découvrir et que chaque chose un peu menait vers une autre chose à découvrir. Et on avait toujours la possibilité justement d'expérimenter et du coup d'avoir de l'aide extérieure, notamment des chercheurs ou des professeurs pour nous aider à comprendre ce que nous on découvrait à chaque étape de notre démarche en fait. Et je pense que pour ma part, ça m'a un peu plus ouvert sur le domaine de la recherche et que je pense que c'est très intéressant comme processus à vivre. Voilà. Et donc, personnellement, je l'ai dit dans l'interview, et je le redirai encore une fois. Grâce à cette expérience, j'ai découvert que j'aimais beaucoup bricoler. Donc, on a travaillé beaucoup sur ça, et j'ai adoré. Alors qu'avant, je pensais que j'étais pas très manuel, mais finalement si. Et aussi, ça, comme a dit Nour, ça nous fait découvrir un aspect du métier de l'ingénieur, plus ou moins. Donc communication, travail d'équipe et recherche. Donc c'est ce qui est très intéressant. Voilà. Une question, Alain ? Oui, encore grosse félicitation. Et puis vous êtes la plus grosse équipe qui était aux Olympiades de physique nationale. Vous étiez dans le jury. Hein. Et donc c'est superbe ce que vous avez fait. Et je pense aussi, ce qui me paraît le plus significatif et le plus superbe pour votre ego aussi et pour votre formation, c'est de rentrer dans les laboratoires. Avec cette clé, vous êtes rentré dans les laboratoires et vous avez visité différentes formes et différentes structures. Alors, juste un petit conseil, il y a un gros laboratoire qui s'appelle le SRF, qui est le plus gros utilisateur de champs magnétiques qui existe sur le kilomètre carré. Mais les champs magnétiques, si vous les cherchez, vous en trouvez partout pour faire de l'hydroélectricité comme pour faire de la médecine. Mais allez vendre votre salade à l'ESRF. Elle est très belle, votre salade. Ils vont adorer. Merci Alain, c'est vrai. Très bien. Et est-ce que, donc, pour votre orientation future, qu'est-ce que vous faites l'année prochaine ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour beaucoup d'entre nous, ça va être de la science. Donc ça, il n'y a pas de doute. Et donc après, on va peut-être prendre un petit peu des chemins différents. Mais moi, je vais sûrement continuer dans la physique, dans l'informatique, dans ce genre de choses-là, parce que c'est ce qui me plaît. Et puis là, justement, moi, c'est un petit peu ce que j'ai découvert dans ce projet-là, parce que moi, je suis très informatique, donc c'est moi qui ai fait beaucoup des programmes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que l'informatique qui comptait, mais que la physique, c'était aussi très intéressant. Et du coup, maintenant, c'est plutôt la physique qui m'intéresse. Et donc voilà, ça c'est pour ma part. Oui, moi en fait, je savais déjà que je voulais partir dans la recherche et juste faire les Olympiades, à renforcer, à réaffirmer mon choix. Donc l'année prochaine, je vais pas forcément faire du magnétisme, mais je vais rester dans le monde de la science et de la recherche. Ouais, moi, c'est une situation très similaire. Et Manchou, j'aimais déjà énormément la science. Je savais que je voulais travailler dans ce domaine.
mais je savais pas forcément si je voulais travailler dans la recherche ou quoi que ce soit, parce qu'on entend toujours parler des scientifiques qui doivent tout le temps publier, et finalement, oui, je sais, mais finalement, en faisant ce projet moi-même, j'ai trouvé ça bien plus intéressant, ça a ouvert une nouvelle perspective que vraiment peu de gens peuvent voir. Vraiment, en fait, il n'y a que les scientifiques ou ceux qui font des projets de recherche comme ceux-ci qui peuvent avoir une idée de ce qu'est réellement la recherche. Donc, il y a quelques chances quand même que je continue là-dedans. Comme mes camarades également, moi j'ai toujours aimé la science. Cependant, moi je compte partir plutôt dans la biologie et les aspects biologiques de la vie. Cependant, ce projet m'a beaucoup plu parce que j'ai pu continuer la physique, on va dire, parce que j'ai toujours aimé la physique, même si c'est pas mon premier choix, on va dire, en tant que parcours après. Mais c'est plus le travail de groupe et la recherche qui m'a beaucoup plu et qui m'a donné encore plus envie de faire de la recherche plus tard. Pour ma part, j'envisageais les études de santé. Sauf que je pense avec le projet, justement, j'ai découvert que j'aimais beaucoup en fait tout l'aspect recherche et découverte. Donc je pense vouloir confronter plutôt assembler l'aspect santé avec l'aspect physique, justement. Par exemple, avec notre projet, on a découvert qu'il y avait beaucoup d'applications médicales, par exemple au magnétisme, et donc je pense que ces domaines de recherche-là seraient très intéressants, et donc il n'y a pas qu'une seule voie, par exemple, comme devenir médecin pour poursuivre dans le domaine de la santé, mais on peut aussi effectuer de la recherche. Donc je pense que ça sera l'une de ces deux choses-là, pour ma part. Puisque vous avez insisté, je vais un peu parler de ma vie. Moi, j'hésitais beaucoup entre des études de santé et d'ingénierie, parce que c'est deux domaines qui m'intéressent beaucoup. Et après les Olympiades, j'hésite encore. Mais ça m'a beaucoup apporté, mais ça m'attire encore plus vers l'ingénierie. Le choix n'est pas encore fait, mais voilà. Je trouve que c'est encore plus intéressant qu'avant. Ma vision, c'est beaucoup plus éclaircie. Voilà. Très bien. Mais merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour l'orientation. Félicitations. Très bien. Avant de clôturer, juste une petite annonce. Donc, le prochain Midi by Jen aura lieu le vendredi 29 mars. Nous aurons le plaisir d'accueillir Sophie Achard, qui est directrice de recherche CNRS et médaille d'argent CNRS 2023. Donc, elle viendra nous présenter ses recherches sur la compréhension du fonctionnement du cerveau et comment l'analyse des réseaux cérébraux permet de comprendre la récupération après un coma. Belle application médicale, n'est-ce pas? Donc, pensez bien à vous inscrire. Et puis, pour la suite des échanges avec vous et les personnes qui ont participé à la conférence, nous vous donnons rendez-vous au rez-de-chaussée pour continuer là, dans l'espace Palladium. Merci, à la prochaine.